Mes propres parents m'ont traîné en justice pour la maison que j'avais mis 13 ans à payer de ma propre sueur. Sans blague. C'était censé être le début de ma vie, la récompense de tous mes sacrifices, le point final d'un chapitre de labeur incessant. Au lieu de ça, c'est devenu un cauchemar judiciaire, une tragédie absurde orchestrée par ceux qui m'ont donné la vie. Laissez-moi vous raconter comment une simple question d'un juge, une seule, a fait voler en éclats toute leur construction de mensonges. Mais avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, qui, je vous préviens, va vous secouer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous. J'aime l'idée que nous partagions ce moment, peu importe la distance qui nous sépare. C'est une façon de se sentir moins seul. Ce dimanche matin-là, la perfection avait un nom, le silence. Pas le silence vide d'un appartement sans âme, mais le silence plein et vivant d'une maison qui respire. Le soleil d'Auvergne, doux et doré, filtrait à travers la grande fenêtre de ma nouvelle cuisine, caressant le plan de travail en bois clair. Une odeur de café fraîchement moulu se mêlait à celle, un peu plus verte, du lilas qui poussait juste devant la fenêtre. J'étais assise à la table que j'avais montée moi-même la veille, savourant chaque gorgée de mon café dans un mug en céramique que je traînais depuis mes années d'études. À 34 ans, j'étais enfin chez moi. Chez moi. Ces deux mots résonnaient en moi avec une puissance que je n'aurais jamais imaginée. C'était la fin de 13 années de sacrifice. 13 ans à dire non aux vacances entre amis aux Baléares pour mettre 500 € de plus de côté. 13 ans à rouler dans une vieille Twingo qui menaçait de tomber en panne à chaque virage, alors que mes collègues s'offraient des voitures neuves. 13 ans de repas à base de pâtes, de week-ends passés à faire des heures supplémentaires, de nuits blanches à étudier pour obtenir une certification de plus dans mon domaine, la cybersécurité, afin de décrocher une promotion. Chaque brique de cette maison n'était pas seulement faite d'argile, mais aussi de ma sueur, de mes larmes silencieuses, de ma jeunesse mise entre parenthèses. Je contemplais mon petit jardin. Il n'était pas grand, mais il était à moi. Je pouvais déjà imaginer les pieds de tomates rougissant au soleil, le parfum du basilic, et peut-être, avec beaucoup de chance, un petit citronnier. Mais au milieu de cette plénitude, une vieille angoisse, familière et insidieuse, me chuchotait à l'oreille. Est-ce que cette paix est réelle? Ai-je vraiment le droit d'être heureuse? C'était la peur de l'imposteur, la crainte que tout ce bonheur si durement acquis puisse m'être arraché d'un instant à l'autre. Mon téléphone a vibré sur la table, me tirant de mes pensées. Le nom de mon père, Marcel, s'est affiché. Un sourire a effleuré mes lèvres. J'allais lui envoyer une photo des premières roses qui bourgeonnaient timidement le long du mur. J'ai décroché, ma voix pleine d'un entrain que je ne me connaissais plus. Bonjour papa. Tu ne devineras jamais, j'ai des. Léontine. Sa voix, plate et sans émotion, a coupé court à ma joie. Le silence qui a suivi à l'autre bout du fil a glacé l'atmosphère ensoleillée de ma cuisine. Pas de « bonjour », pas de « félicitations ma fille pour la maison ». Rien. Juste une respiration lourde, comme s'il se préparait à une corvée désagréable. Il faut qu'on parle de la maison. Mon estomac s'est instantanément noué. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ta mère et moi, on a bien réfléchi, a-t-il commencé, avec le ton détaché d'un médecin annonçant un mauvais diagnostic. Nous avons longuement discuté et nous sommes arrivés à une conclusion. Nous pensons que Céleste a plus besoin de cette maison que toi. Le monde s'est mis à tanguer. J'ai dû m'agripper à la table pour ne pas vaciller. Pardon? J'ai du mal comprendre ce que tu viens de dire. Un soupir d'impatience. Tu as très bien entendu. Ta sœur traverse une période très compliquée à Paris. Sa carrière d'artiste ne décolle pas, elle peine à joindre les deux bouts. Elle a besoin d'une base solide, d'un endroit pour créer sans avoir l'angoisse permanente du loyer. Toi, tu as un excellent travail dans l'informatique, un salaire plus que confortable. Pour toi, ce n'est qu'une question de temps avant d'en acheter une autre. C'est une question de logique. L'écran de mon téléphone s'est allumé, affichant le visage de ma mère, Adélaïde, qui venait de rejoindre l'appel vidéo. Elle arborait son expression de douce sollicitude, ce masque de compassion qu'elle portait toujours pour asséner les pires horreurs. « Ma chérie », a-t-elle commencé de sa voix mielleuse. « Tu sais,
tu as toujours été la plus forte, la plus résiliente. Tu sais te débrouiller, tu as toujours su. Mais Céleste, elle est si fragile, une véritable âme d'artiste. C'est comme une fleur délicate. Si elle n'a pas un environnement stable et sécurisant, son talent va se flétrir. Nous essayons juste de la protéger. Tu ne peux pas être aussi égoïste, Léontine. Égoïste? Le mot a résonné dans le silence de ma cuisine comme un coup de feu. Moi, égoïste? Après avoir renoncé à tout pendant 13 ans? Mais, c'est ma maison, ai-je bégayé, la voix étranglée par l'incrédulité. C'est mon argent. J'ai tout payé toute seule. Je n'ai demandé un centime à personne. Mon père a repris la parole, son ton devenant plus dur. Pense à la famille, Léontine. Pense à ce qui est juste pour tout le monde, pas seulement pour toi. Ils ont terminé l'appel en me laissant seule avec cette phrase, pense à la famille. Mais dans cette famille, j'avais l'impression que mon nom n'avait jamais été inclus dans l'équation. Je suis restée assise, tremblante, le café oublié refroidissant sur la table. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le coup d'envoi d'une véritable guerre. Le silence qui a suivi leur appel était pire que des hurlements. Il était lourd, épais, et il a réveillé tous les fantômes de mon passé, toutes les injustices que j'avais méticuleusement enfouies sous des couches de travail et de fausse indifférence. La phrase de ma mère, « Tu as toujours été la plus forte », tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était pas un compliment. C'était une condamnation à perpétuité. C'était la justification qu'ils avaient toujours utilisée pour me laisser me débrouiller seule, pour m'exclure de leur cercle de sollicitude, un cercle dont Céleste avait toujours été le centre incontesté. Les souvenirs ont déferlé, non pas comme une vague douce de nostalgie, mais comme un tsunami, violent et précis, emportant tout sur son passage. J'avais 19 ans. J'étais en première année d'école d'ingénieur à l'université de Lyon. Je vivais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Pour payer mon loyer et mes études, je cumulais les cours en journée et un travail de serveuse le soir jusqu'à minuit. Un soir, complètement épuisée, j'ai appelé ma mère. Ma voix tremblait de honte et de fatigue. Maman, je suis un peu à court ce mois-ci. J'aurais besoin de 150 €. C'est pour acheter un manuel de mathématiques appliquées, il est essentiel pour mes examens. Sa réponse a été immédiate, sèche comme un coup de trique. Léontine, nous n'avons pas les moyens en ce moment. Les études de Céleste dans son école d'art privée à Paris nous coûtent une fortune. Elle a besoin de matériel, de toile. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai compris. J'ai compris que les équations différentielles étaient moins importantes que les natures mortes. J'ai compris quand, 2 jours plus tard, Céleste, qui avait alors 24 ans, a posté sur les réseaux sociaux des photos d'elle, rayonnante, posant à côté d'un nouvel appareil photo réflexe dernier cri. En légende, merci papa et maman pour ce cadeau incroyable. Prête à capturer la beauté du monde? J'ai travaillé 2 week-ends entiers, acceptant tous les services supplémentaires au restaurant, pour m'acheter ce livre. J'ai eu mon examen avec la meilleure note, mais avec un goût de cendre dans la bouche. Un autre souvenir, plus récent. Mon 30e anniversaire. Une petite soirée simple dans mon modeste 2 pièces louées. J'avais cuisiné un grand plat de lasagne pour une poignée d'amis fidèles. Mes parents n'étaient pas venus. Ils m'avaient envoyé un texto, « Désolé de ne pas pouvoir être là pour ton anniversaire, ma chérie. On est très occupé avec le vernissage de ta sœur. Tu sais à quel point c'est un moment crucial pour sa carrière. » Le « vernissage » en question était une exposition dans le hall d'entrée de la mairie de leur petite ville. Céleste y exposait 3 toiles. L'une d'elles a été achetée 500 € par une amie de ma mère, sous les flashs du photographe du journal local. Mes parents avaient loué une salle, engagé un traiteur. Ma 30e année sur cette terre valait moins qu'une toile abstraite et un article dans la gazette locale. Mais le souvenir le plus vif, celui qui a gravé au fer rouge la hiérarchie de leur amour, remonte à mes 22 ans. J'étais au bout du rouleau. Entre les partiels, le travail, et la solitude, j'ai craqué. Pour la seule et unique fois de ma vie, j'ai osé me rebeller. J'étais rentrée pour un week-end, et j'ai hurlé sur mon père dans le salon. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne suis jamais assez bien pour vous? Pourquoi est-ce que tout est toujours pour elle?
Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Il n'a même pas levé les yeux de son journal. D'une voix glaciale, dénuée de toute émotion, il a dit, « Arrête de faire ton mélodrame. La vie n'est pas juste, il faut y faire. Quand tu gagneras ta vie et que tu seras indépendante, on pourra peut-être discuter. Pour l'instant, tu n'es qu'une charge. » Une charge. Ce mot a été le dernier clou sur le cercueil de mes espoirs d'enfant. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que je n'obtiendrais jamais leur amour ou leur approbation en les attendant. Je devais les arracher au monde, par la force de mon travail. J'ai arrêté de demander. J'ai arrêté d'espérer. J'ai transformé ma douleur en carburant. Chaque euro économisé, chaque promotion obtenue, était une brique de plus dans la forteresse que je construisais autour de mon cœur. Une forteresse d'indépendance et de solitude. Assise dans ma cuisine ensoleillée, je réalisais maintenant la terrible vérité. Mes parents ne voyaient pas ma forteresse comme une réussite. Ils la voyaient comme un affront, une provocation. Mon indépendance était une insulte à leur contrôle. Et cette maison, ce symbole ultime de ma liberté, ils étaient déterminés à la raser. J'avais construit ces murs pour me protéger. Mais j'avais été naïve. Je n'avais pas compris qu'ils n'avaient pas besoin de les escalader, car ils comptaient utiliser les armes les plus puissantes de la loi pour les réduire en poussière. Pendant une semaine, j'ai vécu dans une sorte de brouillard irréel. Chaque matin, je me réveillais en espérant que ce n'était qu'un mauvais rêve, un cauchemar particulièrement tordu. Je me forçais à une routine normale, je déballais quelques cartons, j'assemblais une étagère, j'arrosais les quelques plantes que j'avais apportées. C'était une tentative désespérée de m'approprier les lieux, de marquer mon territoire, comme pour défier la menace qui planait sur moi. J'essayais de me persuader que c'était un coup de bluff, une dernière tentative de manipulation, aussi extrême soit-elle. Je me disais qu'aucun parent sain d'esprit ne poursuivrait son propre enfant en justice pour une telle raison. Le bon sens, la décence la plus élémentaire, devait bien finir par l'emporter. Comme j'étais stupide et naïve. Le mardi après-midi de la semaine suivante, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Un homme en costume sombre, l'air grave et officiel, se tenait sur mon paillasson. Il tenait une mallette en cuir qui semblait peser une tonne. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai ouvert la porte. Madame Léontine Fournier, sa voix était neutre, professionnelle. C'est moi. Je suis maître Dubois, huissier de justice. J'ai un acte à vous signifier en main propre. Huissier de justice. Ce titre seul suffisait à faire naître les pires scénarios dans mon esprit. Ce n'était pas un simple facteur. C'était un messager de mauvaises nouvelles officielles, irrévocable. Il m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft, scellée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à la saisir. J'ai signé son registre d'une écriture méconnaissable, je l'ai remercié d'une voix blanche qui n'était pas la mienne, et j'ai refermé la porte. Je suis resté là, le dos appuyé contre le bois froid, l'enveloppe dans les mains. Elle était lourde. Lourde du poids des mots qu'elle contenait, lourde du poids de la trahison. Je n'osais pas l'ouvrir. C'était comme tenir une bombe à retardement, et savoir qu'en brisant le seau, ma vie allait exploser. Finalement, après une minute qui a duré une éternité, j'ai respiré un grand coup et j'ai déchiré le papier. Mes yeux ont parcouru le document, scannant les mots sans vraiment les comprendre au début. C'était un jargon juridique, froid et impersonnel. Assignation en justice devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Puis j'ai vu les noms, écrits noir sur blanc, les rendant terriblement réels. Requérant, Monsieur Marcel Fournier, Madame Adélaïde Fournier. Défenderesse, Mademoiselle Léontine Fournier. Mon souffle s'est coupé net. Ce n'était pas un bluff. C'était réel. Mes propres parents, mon père et ma mère, m'attaquaient en justice. J'ai continué à lire, et chaque mot était un coup de poignard en plein cœur. Ils m'accusaient de manquement au devoir de solidarité familiale et de rupture d'équité. Ils arguaient que mon succès professionnel n'était dû qu'à leur investissement initial, dans mon éducation, ma santé et mon bien-être. Ils estimaient donc avoir un droit moral sur mes biens, une sorte de retour sur investissement parental. Puis vint le coup de grâce. Leurs exigences, détaillées en termes légaux implacables.
Point 1. Ordonner le transfert de propriété du bien immobilier 6 au 12, rue des Lilas, au profit de mademoiselle Céleste Fournier, leur autre fille, actuellement dans une situation financière précaire. Point 2. Condamner mademoiselle Léontine Fournier à verser au requérant la somme de 315 000 euros, à titre de remboursement forfaitaire de l'investissement parental et de réparation du préjudice moral causé par son ingratitude manifeste. 315 000 euros. Le prix qu'il mettait sur le fait de m'avoir élevé. Le coût de mon ingratitude. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une réaction bien plus violente, incontrôlable, s'est emparée de moi. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. J'ai tout vomi, mon petit déjeuner, mon café, et toute l'illusion que j'avais encore d'appartenir à une famille. Accroupi sur le carrelage froid, secoué de spasmes, j'ai senti une crise de panique monter en moi. Mon cœur battait à tout rompre, ma vision se brouillait, l'air me manquait. La sensation d'être trahi, évalué, et mise en demeure par mon propre sang était une torture psychologique insupportable. Ma forteresse venait de s'effondrer. J'étais seul, terrifié, et en guerre contre les deux personnes qui auraient dû me protéger plus que quiconque au monde. À ce moment-là, complètement anéanti, je ne savais plus quoi penser. Si vous aviez été à ma place, quelle aurait été votre toute première réaction? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. Sur ce papier, je n'étais plus leur fille. J'étais une débitrice, un investissement raté. Et ils venaient réclamer leur dû. Les jours qui ont suivi la réception de l'assignation ont été un véritable brouillard de peur et de colère. Je fonctionnais en pilote automatique, comme un robot. Je me levais, je prenais une douche, je m'habillais, j'allais travailler. Je souriais à mes collègues, je participais aux réunions, je réglais des problèmes de sécurité informatique complexes avec une concentration feinte. Mais à l'intérieur, j'étais en ruine. Chaque soir, en rentrant, le simple fait de passer la porte de cette maison, mon sanctuaire devenu l'objet d'un litige sordide, était une épreuve. L'offensive ne s'est pas limitée au cadre légal. Elle a rapidement débordé sur le plan personnel, menée par les lieutenants de mes parents. La première salve est venue de ma tante Brigitte, la sœur cadette de ma mère. Elle m'a appelé un soir, sa voix stridente et pleine d'une indignation théâtrale qui sonnait faux. Léontine. Mais quelle honte! Je viens d'apprendre ce que tu fais à tes parents. Comment oses-tu? Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai essayé de me défendre, ma voix fatiguée. Tante Brigitte, tu ne comprends pas la situation. C'est eux qui m'attaquent en justice. Pour ma propre maison. Ne joue pas la comédie de la victime avec moi. J'ai toujours su que tu étais une égoïste, voilà ce que tu es. Tu as réussi, tu gagnes plein d'argent, et tu laisses ta pauvre sœur se débattre dans la précarité à Paris. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as pris la grosse tête. Elle a marqué une pause, puis a asséné le coup final avec une fierté perverse. Sache que je vais aider financièrement ta mère et ton père pour les frais d'avocat. Il faut bien que quelqu'un dans cette famille t'apprenne l'humilité et le respect. Puis elle a raccroché, me laissant abasourdi. La solidarité familiale, pour eux, était une arme à sens unique, une massue pour frapper ceux qui sortaient du rang. Pendant ce temps, Céleste a lancé sa propre offensive sur les réseaux sociaux, plus subtile mais tout aussi destructrice. Elle a publié sur son compte Instagram, suivi par des centaines d'amis et de connaissances communes, un rendu 3D d'une cuisine moderne et lumineuse, un design élégant qu'elle avait trouvé sur un site de décoration. En légende, elle avait écrit un texte poignant, tellement hâte de commencer ma nouvelle vie et de faire de cet endroit un havre de paix pour ma création. Infiniment reconnaissante envers ma famille qui se bat pour ce qui est juste, contre vent et marée. Les commentaires ont afflué, un torrent de soutien naïf. Bravo Céleste, tu le mérites tellement, ne lâche rien, la justice et la vérité finissent toujours par triompher, quelle chance d'avoir une famille aussi soudée et qui te soutient. Elle se construisait une image de victime fragile et talentueuse, spoliée par une sœur cupide et sans cœur. Elle mentait effrontément à tout le monde, et les gens la croyaient sur parole. Mais le coup le plus bas, le plus vicieux, celui qui a failli me briser, est arrivé une semaine plus tard. J'ai été convoqué dans le bureau de mon directeur des ressources humaines, un homme habituellement affable mais qui, ce jour-là, avait l'air gravement préoccupé. Léontine, asseyez-vous.
Nous avons reçu un courrier anonyme à votre sujet, a-t-il dit en me tendant une feuille de papier. Mon cœur a manqué un battement. J'ai lu la lettre, l'écriture penchée et appliquée trahissant une rage contenue. C'était un tissu de mensonges et de demi-vérités toxiques. L'auteur anonyme m'accusait d'avoir obtenu mon prêt immobilier en falsifiant des fiches de paie, insinuait que j'avais des problèmes de dette cachée et que j'étais une personne moralement instable, indigne de confiance, pour un poste aussi sensible que le mien, où l'intégrité était primordiale. Je n'avais aucun doute sur l'origine de cette lettre. Le style, les tournures de phrases, c'était ma mère. C'était sa signature, détruire en douceur, avec des mots polis et des accusations empoisonnées. Mon DRH était compréhensif, mais ferme. Je suis obligé de lancer une procédure de vérification interne, Léontine. C'est le protocole. J'espère que vous comprenez. Je comprenais. Je comprenais surtout que la guerre avait changé de dimension. Il ne se contentait plus de vouloir ma maison. Il voulait détruire ma réputation, ma carrière, tout ce que j'avais mis 13 ans à construire. Assise dans ce bureau impersonnel, sous le regard soudainement suspicieux de mon supérieur, j'ai réalisé que je n'étais plus seulement en train de me battre pour un bien matériel. Je me battais pour ma survie. La procédure de vérification interne a été une des expériences les plus humiliantes de ma vie. J'ai dû fournir mes 3 derniers avis d'imposition, mes relevés de compte sur 6 mois, mon offre de prêt détaillée, mon acte de vente. J'ai passé un week-end entier à scanner des documents, chaque page me rappelant que ma vie privée, mes finances, mes choix, tout était étalé et disséqué à cause d'une lettre mensongère. Mon manager direct, un homme juste et intelligent, m'a assuré de son soutien, mais je sentais les regards fuyants de certains collègues dans les couloirs. Le poison du doute avait été instillé. On chuchotait près de la machine à café. Était-ce vrai? Avait-elle quelque chose à cacher? Cette suspicion silencieuse était presque pire qu'une accusation directe. Finalement, après 10 longs jours d'angoisse, le DRH m'a reconvoqué. Il m'a tendu la main avec un sourire soulagé. Léontine, nous avons tout vérifié. Votre dossier est absolument impeccable. Nous sommes sincèrement désolés pour ce désagrément. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir, mais la cicatrice était là. La confiance, si facile à briser, si difficile à reconstruire, avait été ébranlée. Ce soir-là, épuisé mentalement et physiquement, j'ai ouvert le groupe de discussion de la famille sur WhatsApp, une application que j'avais mise en sourdine depuis des semaines pour préserver ma santé mentale. Je m'attendais à y trouver des messages de soutien à Céleste ou des critiques voilées à mon encontre. Mais j'ai vu quelque chose d'inattendu. La digue de silence et de faux-semblants était en train de se rompre. C'est mon cousin germain, Thomas, le fils de la sœur de mon père, qui a allumé la première mèche. Il a répondu à un message banal de ma mère sur la météo par une bombe à fragmentation. Puisqu'on parle de choses et d'autres, tante Adélaïde, je me souviens encore du jour où j'ai demandé à oncle Marcel de me prêter 300 € pour changer l'embrayage de ma voiture pour aller travailler. Il m'a dit que les temps étaient durs et qu'il fallait que j'apprenne à me débrouiller. La semaine suivante, il a acheté à Céleste un sac à main de luxe pour son anniversaire. Les temps devaient être moins durs d'un coup. Un silence de mort a suivi dans le groupe. Puis sa sœur, Manon, a enchaîné. C'est drôle, ça me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez quand on était adolescent? On a tous passé notre enfance à entendre que Céleste était une artiste et que son talent exceptionnel devait être protégé et encouragé, pendant que nos propres réussites scolaires ou sportives étaient balayées d'un « c'est bien, continue comme ça, point ». Le groupe a littéralement explosé. C'était comme si des années de frustration, de jalousie et de non-dit refaisaient surface en quelques minutes. D'autres cousins ont partagé leurs propres histoires de favoritisme, de demandes d'aide refusées pour des choses essentielles alors que l'argent coulait à flot pour les caprices de Céleste. Des anecdotes que j'ignorais, des blessures que je n'avais jamais soupçonnées. Je réalisais soudain que je n'étais pas la seule. Je n'avais jamais été la seule à être dans l'ombre de l'artiste. Mon père a tenté de reprendre le contrôle avec la finesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Assez. Cessez immédiatement ces enfantillages. La loyauté familiale est la chose la plus importante. Un peu de décence. Mais il était trop tard. Personne ne l'écoutait plus. Puis est venu le message qui a tout changé.
Il venait d'un numéro que je ne voyais presque jamais s'afficher, Papy Gaspard. Mon grand-père paternel, un homme de la terre, un agriculteur à la retraite, taiseux et droit comme un chêne. Son message était court, écrit en majuscules, comme s'il criait à travers l'écran de son vieux téléphone. Marcel, Adélaïde, vous êtes une honte. Cette petite a réussi malgré vous, pas grâce à vous. Laissez-la tranquille. J'ai relu la phrase 10 fois, puis 20. Les larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était la première fois. La toute première fois que quelqu'un dans cette famille reconnaissait la vérité. La première fois que quelqu'un me voyait, moi, Léontine, et pas seulement, la sœur forte et sans besoin de Céleste. Ce message ne retirait rien à la peur du procès à venir. Mais il a planté une petite graine d'espoir dans mon cœur desséché. Le combat serait long et solitaire, mais je savais maintenant que, quelque part dans l'ombre, je n'étais plus complètement seule face à la meute. Le jour de l'audience préliminaire, 3 mois après la réception de l'assignation, le ciel de Clermont-Ferrand était d'un gris de plomb, parfaitement assorti à mon humeur. J'avais passé des nuits entières à préparer ma défense, à classer mes documents, à surligner mes relevés de compte. J'avais refusé de prendre un avocat pour cette première étape. C'était une question de principe, peut-être stupide, mais vitale pour moi. Puisque cette affaire était personnelle, ma défense le serait aussi. Je voulais me défendre moi-même, avec les faits, la vérité brute, sans filtre juridique. Je portais un tailleur pantalon bleu marine, une sorte d'armure que je réservais pour les entretiens d'embauche importants, et je serrais contre ma poitrine un classeur épais, mon seul allié dans cette épreuve. Je suis arrivé en avance. La salle d'audience était froide, impersonnelle, sentant la poussière et le bois ciré, éclairée par des néons blafards qui donnaient au teint une couleur cadavérique. J'ai attendu, le cœur battant la chamade, essayant de contrôler ma respiration. Puis ils sont entrés. Mon père, Marcel, le visage fermé. Ma mère, Adélaïde, arborant une expression de martyr. Céleste, se cachant à moitié derrière elle, comme une enfant effrayée. Et ma tante Brigitte, le regard belliqueux. Ils avançaient comme un bataillon uni par une cause sacrée. Et ils portaient tous le même uniforme, un t-shirt blanc sur lequel était imprimée en grosses lettres noires la phrase « La famille avant tout ». Le slogan était si ironique, si grotesque dans ce contexte, que j'ai failli éclater d'un rire nerveux. J'ai détourné le regard et je suis resté de marbre. L'audience a commencé. L'avocat de mes parents, un homme d'une 50aine d'années à l'air las, qui semblait ne pas croire lui-même à la cause qu'il défendait, s'est levé. Il a lu un discours préparé, dégoulinant de pathos. Il a parlé de l'investissement émotionnel et financier incommensurable de mes parents, de la détresse psychologique et de la précarité de ma sœur Céleste, artiste talentueuse mais fragile, et de la solution morale et équitable qui serait que je cède ma maison. Le juge, une femme d'une 50aine d'années au visage sévère et au regard perçant, s'est tournée vers moi. Mademoiselle Fournier, votre réponse ? Je me suis levée, sentant les jambes trembler légèrement. J'ai pris une grande inspiration. Ma voix était stable, plus que je ne l'aurais cru. Madame la juge, les faits sont simples. Je suis l'unique propriétaire et l'unique emprunteuse de ce bien immobilier. L'apport personnel de 77 000 € provient exclusivement de mon compte épargne, alimenté par 13 années de travail. Il n'existe aucun contrat, aucun accord écrit, aucune reconnaissance de dette, aucune obligation légale qui me lie à mes parents concernant cette propriété. J'ai déposé mon lourd classeur sur son bureau. Vous trouverez ici toutes les preuves, actes de propriété, offres de prêt, relevés de compte, justificatifs de virement. Le juge a commencé à feuilleter les documents en silence. Et c'est là que le cirque a véritablement commencé. Céleste, comme si un metteur en scène invisible lui avait donné le signal, s'est avancée vers moi, les yeux déjà brillants de larmes de crocodile. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, murmurant assez fort pour que toute la salle entende « Léontine, je te pardonne. Je te pardonne d'avoir poussé les choses aussi loin et de nous infliger ça. » Mon corps a réagi avant mon esprit. Un mouvement de recul instinctif, un pas en arrière pour échapper à son contact. Surprise par mon rejet, elle a trébuché légèrement, ajoutant à l'effet dramatique. Ma mère a poussé un hoquet digne d'une tragédienne, comme si je venais de frapper sa précieuse fille. Ma tante Brigitte,
depuis son banc, a sifflé entre ses dents. Quelle petite vipère sans cœur. Le marteau du juge a claqué sur le pupitre. Silence dans la salle. Mademoiselle, retournez à votre place. Leur avocat a repris, sortant ses pièces à conviction. Un album photo de mon enfance, montrant des clichés de vacances à la mer. Une facture de supermarché datant de 2003, avec un Happy Meal encerclé au feutre rouge, pour prouver qu'il m'avait nourri. Un texto que j'avais envoyé des années plus tôt pour le nouvel an, bonne année, je vous aime fort, présenté comme une reconnaissance de dette émotionnelle. C'était surréaliste, pathétique. Le juge a interrogé Céleste sur ses revenus. Je suis une créatrice digitale, je suis en train de construire ma marque, a-t-elle répondu avec un sourire évasif. Et quels sont vos revenus actuels, mademoiselle Fournier, a insisté la juge, impassible. Céleste a jeté un regard paniqué à ma mère, qui a répondu à sa place. Elle est dans une phase de transition professionnelle, madame la juge. Puis le juge s'est de nouveau tourné vers moi. Avez-vous autre chose à ajouter à votre dossier, mademoiselle Fournier? J'ai hoché la tête. Oui, madame la juge. J'ai sorti un second dossier, plus mince, de mon sac. Je le lui ai tendu. Ce sont des copies des emails que j'ai échangés avec mes parents durant mes années d'études universitaires. Le silence est revenu, plus lourd, plus tendu cette fois. La juge a lu. Elle a lu mes demandes désespérées pour un peu d'aide, pour 150 € pour un livre, pour 50 € pour faire des courses à la fin du mois. Et elle a lu leurs réponses, encore et encore, la même phrase qui revenait comme un refrain mortel. Nous sommes désolés, mais nous devons concentrer notre soutien financier sur Céleste en ce moment. Quand elle a relevé la tête, son visage était impénétrable. Mais son regard, en balayant ma famille, n'était plus neutre. Il était chargé d'une froide compréhension. Elle avait vu. Elle avait enfin vu la vérité crue derrière leur théâtre de l'absurde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? 5 jours. J'ai attendu 5 jours la décision du juge, 5 jours d'une attente insoutenable où chaque sonnerie de téléphone, chaque notification d'email me faisait sursauter. Je passais mes journées au travail à fixer mon écran sans vraiment voir, et mes nuits à fixer le plafond sans trouver le sommeil. Le verdict est arrivé par email, un vendredi après-midi, dans un simple fichier PDF attaché, froid et impersonnel. Ordonnance de référé. Requête rejetée pour absence de fondement juridique sérieux. 2 lignes. 2 lignes pour mettre fin à des mois de torture psychologique. J'ai gagné. La loi, la logique, la simple décence étaient de mon côté. J'ai posé mon front contre la vitre froide de mon bureau et j'ai pleuré. Non pas des larmes de joie, mais des larmes de soulagement pur, un déluge qui emportait des mois de tension et d'angoisse. Un poids immense, invisible, venait de quitter mes épaules. J'ai cru, pendant un instant, que c'était la fin du cauchemar. Mais la paix fut de courte durée. S'ils ne pouvaient pas gagner légalement, dans la lumière d'un tribunal, ils allaient essayer de gagner salement, dans l'ombre. La guerre n'était pas finie, elle entrait simplement dans une nouvelle phase, plus sombre, plus vicieuse et plus personnelle. Le soir même, alors que je célébrais ma victoire en solitaire avec une pizza surgelée et un verre de vin, j'ai reçu une alerte de la caméra de surveillance que j'avais installée quelques semaines plus tôt. Une décision prise dans un accès de paranoïa, mais qui allait s'avérer providentielle. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone, le cœur serré. L'image, en noir et blanc granuleux, montrait ma tante Brigitte et Céleste. Elles avaient garé leur voiture un peu plus loin dans la rue et s'approchaient de ma maison à pas de loup, comme des cambrioleuses. Céleste faisait le guet, jetant des regards nerveux à gauche et à droite, pendant que Brigitte sortait quelque chose de son grand sac à main. Une bombe de peinture. Noire. Mon sang s'est glacé. Elles allaient vandaliser ma maison, taguer ma façade, souiller ma victoire. Mais au moment où Brigitte a levé le bras, le puissant projecteur à détecteur de mouvement que j'avais fait installer s'est allumé, les inondant d'une lumière crue et aveuglante. Surprises, paniquées comme des animaux pris dans les phares d'une voiture, elles se sont enfuies en courant, remontant dans leur véhicule en catastrophe. Je les avais. Je les avais sur vidéo,
en flagrant délit de tentative de dégradation. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'aller au commissariat pour déposer une main courante, vidéo à l'appui. Mais leur soif de vengeance était loin d'être étanchée. 2 jours plus tard, un collègue de travail m'a envoyé un message sur la messagerie interne. « Léo, c'est quoi ce compte Facebook à ton nom? Tu es sûr que ça va? Tes publications sont étranges. » Je ne comprenais pas. Je suis allée sur le réseau social. Et j'ai trouvé. Quelqu'un avait créé un faux profil, utilisant ma photo, mon nom, et mes informations professionnelles. Et ce profil publiait des horreurs. Des insultes envers mes amis, des commentaires déplacés et vulgaires sur les photos de famille de mes collègues, des publications incohérentes et agressives. Céleste, qui connaissait mon cercle social et professionnel, était clairement derrière cette manœuvre ignoble. Elle essayait de m'isoler, de me faire passer pour folle ou instable, de saboter mes relations les plus importantes. J'ai passé une journée entière à signaler le compte, à envoyer des messages à des dizaines de contacts pour leur expliquer la situation, sentant la honte et la colère me consumer. C'était une violation intime de mon identité, une attaque d'une lâcheté sans nom. Et pour couronner le tout, comme si cela ne suffisait pas, Céleste a lancé une cagnotte en ligne sur une plateforme bien connue. Le titre, aider une artiste à se reconstruire après que sa sœur lui a volé son avenir. Elle utilisait le même rendu 3D de cuisine, racontant une version complètement falsifiée de l'histoire, où elle était la victime innocente et moi la méchante manipulatrice qui avait utilisé ses relations pour influencer la justice. Ils avaient perdu devant la justice des hommes, alors ils essayaient de me faire condamner par le tribunal de l'opinion publique. Ils voulaient me détruire socialement, me réduire au silence par la honte. Mais ils avaient oublié une chose. Je n'étais plus la jeune fille de 20 ans, fragile et en quête de leur approbation. Ils m'avaient appris à me battre. Et maintenant, j'allais utiliser cette leçon contre eux. La combinaison de ces attaques post-judiciaires a eu l'effet qu'ils escomptaient, elle m'a poussé au point de rupture. La tentative de vandalisme, bien que ratée, m'avait glacée. Mais le faux profil Facebook a été le coup de grâce. Recevoir des messages de collègues confus, « Léontine, je ne comprends pas ton commentaire sur la photo de mes enfants », d'amis inquiets, « Est-ce que tu t'es fait pirater ?» Devoir me justifier encore et encore, c'était une torture psychologique permanente. J'avais l'impression de courir sans cesse pour éteindre des incendies qu'ils allumaient derrière moi. J'ai craqué. Un matin, je n'ai pas réussi à sortir du lit. L'idée même d'affronter le regard des autres, même bienveillants, m'était insupportable. J'ai appelé mon manager, la voix blanche, et j'ai posé un jour de congé maladie. Je n'en pouvais plus. Ce jour-là, je suis restée chez moi, les volets fermés, plongée dans une obscurité qui reflétait l'état de mon âme. Le téléphone sonnait, vibrait, mais je n'avais la force de parler à personne. Je me sentais sale, exposée, violée dans mon identité. Chaque notification sur mon ordinateur était une nouvelle source d'angoisse. Et si mes amis finissaient par croire que j'étais capable d'écrire de telles horreurs? Et si mon entreprise, malgré le verdict de la vérification interne, commençait à penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Ils avaient réussi. Ils m'avaient isolée. J'étais seule dans ma belle maison, qui ressemblait plus à une prison dorée qu'à un havre de paix. Une vague de désespoir pur m'a submergée. J'ai pensé à tout vendre, à démissionner, à partir loin, à changer de nom et à recommencer à zéro, là où personne ne me connaissait. J'ai même pensé, dans un moment de faiblesse extrême, à les appeler et à leur donner ce qu'ils voulaient. À leur signer les papiers de la maison. Juste pour que ça s'arrête. Pour avoir la paix. Le prix de la paix semblait, à cet instant, moins élevé que le coût de la guerre. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme de 34 ans, les yeux cernés, le visage pâle et tiré, l'air d'en avoir 50. Où était passée la battante? Où était la femme forte qui avait tout construit seule? J'ai posé mes mains sur le lavabo pour ne pas tomber et j'ai fondu en larmes, des larmes silencieuses, amères, des larmes de rage et d'impuissance totale. C'est au milieu de ce chaos intérieur, au fond du gouffre, alors que je pensais avoir touché le fond, qu'un souvenir lointain a refait surface. Une image fugace mais étonnamment claire et réconfortante. J'avais peut-être 29 ans. C'était le jour de Noël,
la seule fois où j'étais rentrée pour les fêtes depuis des années, sur l'insistance de ma mère qui voulait faire une photo de famille. L'ambiance avait été tendue, comme toujours. Au moment de repartir, alors que je mettais mon manteau dans l'entrée, mon grand-père Gaspard m'avait attrapé par le bras, loin du regard des autres. Il avait glissé un billet de 50 € plié en 4 dans la poche de mon manteau en chuchotant « Tiens, achète-toi quelque chose de joli qui te fait vraiment plaisir. Et ne dis rien à ton père. » Ce geste simple, cette petite complicité secrète, avait été l'un des rares moments de tendresse inconditionnelle que j'avais reçus de cette branche de la famille. Papy Gaspard. Je ne l'avais pas vu depuis cet épisode. Mes parents disaient toujours qu'il était fatigué ou pas d'humeur à voir du monde quand je proposais de passer le voir dans son village. Je réalisais maintenant qu'il m'avait probablement menti pour l'isoler de moi comme il m'isolait de lui. Avec le peu d'énergie qui me restait, une énergie née du désespoir, j'ai cherché son numéro dans mes vieux contacts. Mon doigt a tremblé au-dessus du bouton d'appel. Et si lui aussi était contre moi ? Et si ma tante l'avait déjà appelé pour lui raconter sa version de l'histoire ? J'ai fermé les yeux et j'ai pris le risque. C'était mon dernier espoir. La sonnerie a retenti une fois, 2 fois. Puis sa voix, un peu éraillée par le temps, mais forte et claire. Allô ? Papy ? C'est Léontine. Un court silence. Puis, Léontine, ma petite. Comment vas-tu ? Le mot « ma petite », prononcé avec une chaleur sincère, a fait sauter le dernier verrou de mes défenses. Ma voix s'est brisée. Papy, ça ne va pas du tout. Et pour la première fois, j'ai tout raconté à un membre de ma famille. Le procès, les mensonges, la lettre anonyme, le faux profil. J'ai pleuré, j'ai crié ma douleur et mon injustice dans le combiné, sans rien retenir. Je ne m'attendais à rien, j'avais juste besoin de vider mon sac avant d'imploser. Mais à l'autre bout du fil, le silence de mon grand-père n'était pas de l'indifférence. C'était le calme lourd, dense et menaçant qui précède un orage dévastateur. Le lendemain matin, une vieille Peugeot 205, d'une couleur indéfinissable entre le vert et le gris, s'est garée devant chez moi. Mon grand-père Gaspard en est descendu. Il portait son éternelle chemise à carreaux et un pantalon de velours. Il tenait un grand sac en toile rempli de légumes de son potager, comme une offrande de paix. Il avait fait les 2 heures de route depuis son village de la Creuse sans prévenir. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas demandé de détails sur ma crise de larmes de la veille. Il est entré, a posé le sac sur la table de la cuisine et a jeté un regard circulaire sur la pièce. C'est du bon travail, a-t-il dit simplement en passant la main sur le plan de travail. Solide. Puis son œil d'ancien artisan a remarqué que la charnière de la porte d'un placard de cuisine était de travers, un petit défaut que je n'avais même pas vu. Où sont tes outils ? A-t-il demandé. Quand je lui ai montré ma modeste boîte à outils, il a secoué la tête. Va me chercher la mienne dans le coffre de la voiture, a-t-il ordonné. Pendant une demi-heure, dans un silence quasi religieux, il a démonté, ajusté, huilé et remonté la charnière. Ce silence était plus réconfortant que n'importe quel discours. Il était là. Il réparait ce qui était cassé. C'était tout ce qui comptait. Une fois le travail terminé, nous nous sommes assis à la table avec 2 tasses de café fumant. C'est là qu'il m'a parlé, les yeux plantés dans les miens. Ton père m'a toujours dit que tu ne voulais pas me voir, a-t-il commencé. Que tu étais trop occupé avec ton travail, ta vie à la ville. Que tu étais devenue une étrangère. J'ai été bête d'y croire. J'aurais dû passer outre et venir te voir. Il a secoué la tête, une lueur de regret dans ses yeux clairs. J'aurais dû être plus présent. Puis il a sorti de la poche intérieure de sa veste un vieux portefeuille en cuir usé. Il en a extrait une photo cornée, qu'il a fait glisser sur la table vers moi. C'était moi, le jour de ma remise de diplôme d'ingénieur. Je portais la toge et le mortier, souriant timidement à l'objectif. J'étais seule sur la photo. Je n'avais invité personne, car je devais filer travailler juste après la cérémonie pour ne pas perdre mon service. J'étais là, a-t-il dit en pointant un coin de la photo. En plissant les yeux, j'ai distingué une silhouette floue, un homme debout, loin derrière, près des grilles de l'université. Ton père et ta mère ont refusé de venir. Ils disaient que ce n'était qu'un diplôme universitaire, pas grand-chose.
J'y suis allé tout seul. Je ne voulais pas que tu sois complètement seul pour un jour aussi important. Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes chaudes cette fois. Il avait toujours été là, dans l'ombre, tenu à l'écart par les mensonges et la jalousie de mon propre père. Son visage s'est durci, les rides autour de ses yeux se sont creusées. Rester silencieux face à l'injustice, c'est être complice. J'ai été un lâche et j'ai été complice trop longtemps. C'est de ma faute aussi. Il a sorti son vieux téléphone à clapet de sa poche. Il a cherché un numéro et a appuyé sur la touche d'appel, activant le haut-parleur pour que je puisse entendre. La voix de mon père a retenti, surprise. « Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? » La voix de mon grand-père a tonné, une voix habituée à commander dans les champs, qui ne laissait aucune place à la discussion. « Marcel. Tu m'écoutes bien, et tu ne m'interromps pas. Toi et ta femme, vous avez 24 heures pour retirer cette plainte ridicule et honteuse contre votre fille. 24 heures. Mais papa, tu ne comprends pas, c'est une question de principe, de justice pour Céleste. Je m'y fiche Céleste TDETES principe à la gomme, a hurlé mon grand-père, faisant vibrer la tasse de café. Si dans 24 heures, Léontine ne m'a pas appelé pour me confirmer que cette mascarade est terminée, je prends rendez-vous chez le notaire. Je réécris mon testament. La ferme, les terres, les comptes en banque, tout ira à une fondation pour les jeunes agriculteurs. Toi, ta femme, et votre précieux artiste, vous n'aurez pas un centime. Pas une seule pierre. Est-ce que c'est bien clair ? J'ai entendu mon père bégayer de l'autre côté du fil, cherchant ses mots, complètement déstabilisé. Pour la première fois de ma vie, cet homme qui m'avait terrorisé et méprisé par son indifférence semblait petit, faible, pathétique. Mon grand-père ne m'avait pas seulement rendu justice avec ses mots. Il venait de détruire leur motivation la plus profonde, l'avidité. Il venait de retourner leur arme la plus chère contre eux. Le lendemain matin, à 10h03 précise, j'ai reçu un email laconique de l'avocat de mes parents. Une notification officielle, jointe en pièces jointes, m'informant du désistement d'instance et d'action de ses clients. C'était fini. Ils avaient plié. Pas par amour, pas par remords, pas par prise de conscience de leur cruauté. Non. Ils avaient plié par peur de perdre leur héritage. La victoire avait un goût étrange, un mélange de soulagement intense et de tristesse infinie. J'avais gagné la guerre, mais j'avais perdu ma famille pour de bon, même si, en réalité, je l'avais perdue depuis bien longtemps. J'ai reçu un unique texto de ma mère quelques heures plus tard, un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive, « Nous espérons que tu es satisfaite maintenant que tu as brisé ta famille. » Je l'ai lu, je l'ai effacé, et je n'ai jamais répondu. Cela fait maintenant 6 mois. 6 mois d'un silence que j'ai moi-même orchestré. J'ai bloqué leurs numéros, ainsi que ceux de ma tante et de ma sœur. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils font, et pour la première fois de ma vie, je peux dire sincèrement que je m'en fiche. Leur vie n'est plus mon problème. Ma vie a repris son cours, mais elle est différente. La tempête a tout emporté sur son passage, le bon comme le mauvais, ne laissant que l'essentiel, le vrai. Ma maison n'est plus une forteresse que je dois défendre, c'est un foyer que je cultive. J'ai adopté un chien à la SPA, un vieux bâtard borgne avec une oreille cassée, que j'ai appelé Pirate. Il a des cicatrices, lui aussi. Il me suit partout, son unique œil rempli d'une loyauté silencieuse et d'une gratitude infinie. Ensemble, nous avons planté ces fameuses tomates dans le jardin, et elles commencent à rougir. Le citronnier, lui, n'a pas survécu, mais ce n'est pas grave. On essaiera encore l'année prochaine. Mon grand-père Gaspard est devenu un pilier dans ma vie. Il vient tous les dimanches. Il arrive dans sa vieille Peugeot, le coffre rempli de légumes de son potager et d'outils bizarres. Il m'apprend à tailler les rosiers, à réparer une prise électrique, à reconnaître le chant des oiseaux. Ce sont des savoirs simples, concrets, qui ancrent dans le réel et qui apaisent l'âme. Nous parlons peu du passé. Nous n'en avons pas besoin. Nous construisons le présent, un dimanche après l'autre, avec du café, des tartes aux pommes et des silences confortables. Parfois, la nuit, je fais encore des cauchemars. Je revois la lettre de l'huissier, le visage méprisant de ma sœur au tribunal, le regard vide de mon père. La cicatrice est là, invisible sous ma peau,
et elle ne disparaîtra jamais complètement. Elle me rappelle que le sang ne fait pas la famille. La loyauté, le respect, la gentillesse et l'amour, si. Et parfois, ces qualités se trouvent là où on les attend le moins. En me regardant dans le miroir aujourd'hui, je ne vois plus une victime, ni même simplement une survivante. Je vois une femme. Une femme qui a été poussée au point de rupture mais qui n'a pas cassé. Une femme qui a appris à tracer ses propres frontières et à les défendre. Cette maison, dont j'ai encadré l'acte de propriété comme une œuvre d'art et que j'ai accrochée dans mon salon, est bien plus qu'un tas de briques. C'est le monument de ma résilience. C'est la preuve que j'ai non seulement survécu à la guerre, mais que je l'ai gagnée. Je n'ai pas seulement combattu pour une maison, je me suis battu pour mon droit d'exister, pour ma dignité, pour ma paix intérieure. Je vous ai raconté cette histoire non pas pour attirer la pitié, mais pour tendre la main à ceux qui pourraient se reconnaître dans mon parcours. Pour vous dire que vous n'êtes pas seul face aux conflits familiaux, à la manipulation psychologique et à l'injustice financière. Parfois, la famille que l'on se choisit, un grand-père retrouvé sur le tard, des amis fidèles, un chien reconnaissant est bien plus réelle et bien plus saine que celle que le destin nous a imposée. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez vous-même dû vous battre pour protéger ce que vous avez construit, ou simplement si vous voulez partager vos émotions, la section des commentaires est à vous. Votre histoire compte. Votre voix compte. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si ce témoignage vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits de vie, d'autres histoires de personnes qui ont refusé de laisser les autres écrire leur destin et qui ont trouvé la force de reprendre le stylo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.